Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Vous le savez sans doute, les forêts sont le poumon de notre planète. Réserve de biodiversité, elles jouent un rôle clé sur le climat en séquestrant le carbone. Elles sont aussi une source de revenus pour de très nombreuses personnes. Mais ces forêts sont de plus en plus menacées. En Côte d'Ivoire, 90% du couvert forestier a disparu ces 60 dernières années. Face à ce constat alarmant, il est nécessaire de se mobiliser. Nous allons vous montrer ce qui peut être fait en matière de reforestation et d'exploitation durable de nos forêts. Au sommaire ce soir, enquête sur les enjeux de la reforestation en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que l'agroforesterie, cette technique qui consiste à associer arbres et cultures agricoles sur une même parcelle, est de plus en plus plébiscitée. De nombreux acteurs se lancent dans des projets d'agroforesterie. À la clé, une solution pour l'environnement, mais aussi du business. Puis, nous irons au Gabon, souvent cité en exemple en matière de protection et de gestion durable de ses forêts. En 2009, le pays a interdit l'exportation du bois brut. En exclusivité, notre équipe s'est rendue dans la zone industrielle de Nkok, où le bois est transformé en produit industriel à plus forte valeur ajoutée. C'est une triste réalité. En Côte d'Ivoire, la couverture forestière qui était estimée à 16 millions d'hectares dans les années 60 est désormais estimée à 2,97 millions d'hectares aujourd'hui, soit 9,2% du territoire. La Côte d'Ivoire possède l'un des taux annuels de déforestation les plus importants du continent. Pour inverser la tendance, le pays mise sur des solutions comme l'agroforesterie. Le gouvernement s'est fixé un objectif: porter la couverture forestière à au moins 20% du territoire national à l'horizon 2030. Le défi de la reforestation en Côte d'Ivoire, un reportage de Salimata Dia, Gisela Mendonça et Roman Emily Kofi. Au cœur de la forêt classée de Bossé-Matié, aujourd'hui surclassée réserve naturelle à l'est de la Côte d'Ivoire, des hommes se sont donné rendez-vous. Armés de machettes et de fusils, ils semblent partir en guerre. Au niveau de Mafia et Blekoum, il y a une plantation que nous avons identifiée, que nous allons aller abattre. Ces planteurs de cacao sont membres de l'association Sauvons la forêt de Bossé-Matié. Leur mission, détruire les plantations de cacao illégales installées au cœur de cette forêt. S'ils en sont arrivés là, c'est parce qu'ils n'acceptent plus de voir leur forêt disparaître. Aujourd'hui, il n'en reste qu'environ 10 000 hectares, loin des 23 000 hectares des années 1990. La faute à une exploitation abusive de cet écrin vert par les planteurs illégaux. Ils se cachent, puisqu'ils ne coupent pas directement la forêt en bordure des voies qui traversent la forêt. Ils entrent au moins à 200 ou 100, 400 mètres et ils commencent à nettoyer et créer leur plantation. Alors pour sauver la forêt, ils n'ont d'autre moyen que ces actions au coup de poing. Si ces hommes sont particulièrement déterminés, c'est parce que la déforestation nuit à leur propre plantation. Allez. Coupez. Depuis plusieurs années, faute d'arbres en nombre suffisant, leurs cacaoyers ne reçoivent plus régulièrement de pluie. Les clandestins, qu'ils cherchent à décourager, sont parfois sans limite. Certains n'hésitent pas à mettre le feu au couvert forestier, rendant la terre des villageois moins productive. Ce qui se passe dans cette forêt classée de Bossé-Matié est à l'image de toutes les forêts classées ou même réserves de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je peux vous dire, dans l'Indénié ici, il y a plusieurs forêts qui ont disparu, forêts classées qui ont disparu complètement. C'est un cri d'alarme, la forêt en Côte d'Ivoire est en train de disparaître. Entre 2017 et 2018, dans la région cacaoyère du Sud Comoé,
13 800 hectares de forêt ont été détruits selon des analyses satellites, soit l'équivalent de 15 000 terrains de football. Globalement, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert forestier ces 60 dernières années. Le pays détient l'un des taux annuels de déforestation les plus élevés du continent. Alors, pour freiner cette déforestation, le pays mise sur des solutions comme l'agroforesterie. Objectif, porter la couverture forestière à au moins 20% du territoire national à l'horizon 2030. Un défi immense, des industriels du cacao aux ONG de lutte pour l'environnement, tous doivent contribuer à la reforestation. Village de Boka-Kokoré, à 100 km de la réserve naturelle de Bossé-Matié. Ce matin, réunion des membres de l'association Sauvons la forêt de Bossé-Matié. L'enjeu, inciter les populations autochtones à réagir face à la présence des planteurs illégaux. Abel Gallo, l'un des coordonnateurs, lance l'appel. Vous n'avez pas encore pris la grande mesure de ce que quand ces plantations vont rentrer en production, vous ne serez plus en production parce que vos plantations sont vieilles. La pluviométrie aura changé. Ils vont tout vous prendre. Je l'ai dit et je le répète. Et le niveau de vie économique, les dépenses vont augmenter. Eux, ils seront capables d'acheter. Pour un hectare, ils pourront produire 800 à 1 tonne à l'hectare. Entre-temps, vous avez 200 kilos à l'hectare. Nous, notre combat, c'est d'amener cette population à comprendre que cultiver du cacao, ce n'est pas dans la forêt classée. Et d'ailleurs, cultiver du cacao dans la forêt classée, ça pénalise l'État de Côte d'Ivoire. Les gens ne savent pas, mais les institutions, les consommateurs ne veulent plus acheter du cacao qui est fait dans les forêts classées. L'association ne se limite pas à des actions coup de poing, elle sensibilise aussi les planteurs sur les bonnes pratiques agricoles, afin d'augmenter leur rendement. Car si certains planteurs font le choix de cultiver illégalement dans les zones classées, c'est parce qu'ils ne parviennent plus à tirer profit de leurs plantations existantes. Ils se tournent alors vers la forêt. L'association s'appuie sur certains organismes internationaux comme le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Monsieur Abadina, comment ça va? Ça va bien, papa. Merci. Monsieur Lopez, vous le connaissez. Merci. Donc on est venu visiter votre plantation parce qu'on était surpris sur les papiers, on trouve des rendements assez faibles. François Ruff est économiste. Sa mission, faire en sorte que les planteurs ne délaissent pas leur plantation actuelle pour aller dans les forêts protégées. Pour cela, il veut rendre les parcelles plus attractives en développant les cultures vivrières. En faisant l'hypothèse raisonnable qu'on va arriver à sauver cette forêt, il va falloir produire le vivrier autour. Donc comment on fait? Donc là on commençait à en parler. Les plantations sont vieilles, il faut les régénérer. Qu'est-ce que vous pensez d'un début de recépage ou de régénération par demi-hectare? Celui qui a 6 hectares, il peut le faire. Ça va lui prendre 12 ans. Pendant 12 à 15 ans, il va avoir une production vivrière. Alors, comme souvent, quand un chercheur a une idée, les planteurs y ont pensé avant. Donc la réponse de notre ami, c'est de dire, ben ouais, il y en a qui ont déjà commencé. Donc il faut qu'on aille voir ceux qui ont commencé pour voir vraiment comment ils ont fait et puis à faire des propositions avec les talents techniques qu'on a dans l'équipe. Le vivrier comme nouvelle source de revenus pour les planteurs et comme rempart à la déforestation. Localité d'Agboville, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Yao Kwasi est producteur de cacao. Ces dernières années, il a vu ses récoltes baisser de moitié à cause de très faibles précipitations. On a vu que les cacaoyers pouvaient tomber facilement parce qu'il y a un manque de pluie. Maintenant, du coup, quand la pluie arrive, vous allez voir que tellement ils ont encaissé le soleil, et puis les racines pourrissent et puis ça tombe. Chaque année, avec ces pertes-là, si tu as au moins 1 tonne, tu vas voir que ça va te descendre à moins d'1 tonne maintenant. Donc vraiment, c'est une perte pour nous. Pour accroître sa production, Yao Kwasi a opté pour l'agroforesterie, une technique qui consiste à planter des arbres sur une parcelle agricole. En grandissant, ces arbres favorisent la pluviométrie sur les cultures et fournissent l'ombrage nécessaire à la cacaoculture. Il y a 2 bois qui sont là, collés, je ne les ai pas détruits. Ces grands arbres-là, c'est ça qui donne de l'ombrage
à toute cette petite surface-là. C'est pourquoi jusque-là, vous voyez, les plants sont très jolis. En tout cas, vraiment, je vois qu'avec ça, si on continue comme ça, je crois que vraiment le résultat sera meilleur. Voilà. Réconcilier l'agriculture avec la forêt, c'est tout l'objectif de l'agroforesterie. Pour y parvenir, Yao Kwasi a bénéficié de l'accompagnement d'Agromap, une entreprise spécialisée en projets environnementaux. Elle opère à Agboville et sur 158 autres sites dans le pays. Nous tous, on sait pourquoi est-ce qu'il faut planter. On sait que c'est parce qu'il n'y a plus de pluie, parce qu'il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Il y a certains producteurs... Les saisons sont perturbées. Voilà, les saisons sont perturbées. Voilà. Et pour amener, on nous dit que pour amener, il faut la pluie. Et il y a certains producteurs qui acceptent de faire l'agroforesterie à base de cacao. Il y en a qui n'acceptent pas forcément. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Ils peuvent avoir une forêt privée. Et si tu as une forêt privée qui est tout autour de ta culture, la pluie qu'on recherche, c'est pas seulement dans ta forêt que ça va descendre, ça va descendre aussi dans ta cacao culture. Donc c'est ça en fait le but. Le but c'est de ramener la pluie, c'est de ramener les saisons et tout ça. Agromap met à la disposition des planteurs des plants d'arbres forestiers tels que le fraqué, le framiré, mais aussi des plants d'arbres légumiers ou fruitiers. Pour ce faire, l'entreprise a développé des pépinières comme celle-ci au village d'Adomokro. C'est ici que germent les plants et que poussent les forêts de demain. Félicité Dagri dirige l'équipe de pépiniéristes regroupée au sein d'une coopérative. Toutes ces femmes sont mises à contribution par l'entreprise Agromap pour approvisionner l'ensemble des sites villageois. On fait le remplissage des sachets classés. On classe et puis on met les semences dedans. Et puis après, on fait le désherbage. Pour ce travail, ces femmes facturent à Agromap 20 francs CFA par sachet de plants d'arbres remplis, soit 800 francs pour 40 plants d'arbres nécessaires sur un hectare. Sur chaque site d'Agromap, la coopérative gagne en moyenne 1 600 000 francs CFA. Des revenus additionnels importants pour ces femmes agricultrices. Elles ne sont pas les seules à gagner de l'argent, car les plants achetés à 20 francs CFA par Agromap sont revendus au prix de 250 francs CFA à ses clients. Un système gagnant-gagnant, aussi bien pour Agromap que pour les planteurs. Les arbres qu'on va planter apportent de l'azote. Et donc le producteur n'est plus obligé d'aller payer des produits phytosanitaires, de l'engrais pour venir encore injecter, parce que c'est le rendement. Déjà, le rendement est faible, et donc l'agroforesterie va lui permettre de pouvoir avoir ce gain. L'agroforesterie aurait donc plusieurs bénéfices. Meilleure fertilisation des sols, meilleur rendement pour l'agriculteur. Comme une première réponse à la déforestation en Côte d'Ivoire. Reste encore à convaincre les producteurs d'y adhérer en nombre. Nous sommes la Société ivoirienne de banque. Depuis les lendemains de l'indépendance, notre histoire se confond avec celle de la Côte d'Ivoire, notre si beau pays. Depuis 60 ans, nous créons des solutions pour le confort et la prospérité des familles et des entreprises. Pour ce si beau pays, nous croyons en lui et en l'Afrique. Nous croyons en vous. 60 ans après notre création, notre mission est intacte. Être au service d'un si beau pays et accompagner son développement économique et social. Ensemble, avec vous, avec vous. Retour en plateau et pour débattre ce soir, nous accueillons le colonel-major Lucien Kwasi, directeur général des forêts et de la faune. Avec lui, Patrice Adaillé, président de l'entreprise Agromap et Benjamin Garnier de l'association Nitidé. Messieurs, bonsoir. Et bienvenue dans Made in Africa ce soir. Monsieur le directeur général, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert forestier en 60 ans. Question, comment en est-on arrivé là? Effectivement, le couvert forestier de la Côte d'Ivoire en 1900 était évalué à 16 millions d'hectares. La dernière évaluation qui a été faite dans le cadre de la conduite de l'inventaire forestier faunique national a donné comme résultat 2,97 millions d'hectares. Alors, nous sommes passés
d'une superficie forestière qui s'étendait sur la moitié pratiquement du pays. Alors nous nous retrouvons à 2,97 millions d'hectares naturellement. Vous l'avez vous-même dit, nous avons perdu un peu plus de 90% de notre couverture forestière nationale. On ne comprend pas Alors, pourquoi. cela, c'est dû à la conjugaison de plusieurs facteurs. Les facteurs de la déforestation, d'abord, le premier facteur, c'est l'agriculture. La Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, a engrangé de fortes performances au plan agricole. Et l'agriculture s'est pratiquée dans des espaces qui étaient initialement boisés. Au-delà de l'agriculture, il y a le développement infrastructurel, la création des villes, l'urbanisation. Et secondairement, on a un facteur qui est en train de monter en puissance, l'orpaillage clandestin. Donc, c'est la conjugaison de tous ces facteurs-là qui a fait que nous nous retrouvons à 2,97 millions d'hectares comme couverture forestière nationale. Alors, on pointe du doigt l'agriculture, Patrice Adaye, comme cause numéro 1 de la déforestation, avec bien sûr la cacaoculture qui est la culture numéro 1. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est devenue numéro 1 mondial du cacao au détriment de ses forêts? Oui, je pense que c'est une question un peu à deux volets, parce que, comme le DG vient de le dire, lors des indépendances, la Côte d'Ivoire a choisi, c'est un choix politique, d'être un pays agricole. Et donc, effectivement, on ne peut pas faire de l'agriculture sans la forêt. C'est comment on gérait cette agriculture qui a failli, qui a créé des difficultés. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a des solutions, comme on le dit, l'agroforesterie dans votre reportage. On essaie maintenant, ces pertes de couverts forestiers, on essaie de les réintroduire dans ces plantations. Parce que ce choix est judicieux, parce que être premier producteur cacao et que plus de la moitié du pays où nos populations agricoles vivent de l'agriculture, vous ne pouvez pas avoir d'autres options comme l'agroforesterie, qui est donc l'association des arbres et de la culture. Benjamin Garnier, est-ce qu'on pouvait produire autant de cacao sur moins d'espace? Il y a des améliorations potentielles des rendements qui existent bien sûr sur le cacao. Il y a plein d'éléments qui peuvent contribuer, notamment l'agroforesterie pourrait être une des solutions. Ce qui est sûr, c'est que la richesse actuelle de la Côte d'Ivoire et la puissance cacaoyère que représente la Côte d'Ivoire, c'est fait aux dépens des forêts. C'est une chose à acter aujourd'hui. Et l'ambition qui a été donnée aujourd'hui par l'État ivoirien, c'est de recouvrir une bonne partie de ces forêts, doubler le couvert forestier actuel. Et du coup, ça va se faire à la fois au sein des zones agricoles, dans le domaine rural, avec les planteurs qui voudront bien s'intégrer à ces dynamiques d'agroforesterie ou de petites sylvicultures privées, mais également du côté de la protection des dernières ressources forestières. Et ce que je dis, c'est quand même, 9%, c'est peu, mais c'est quand même des joyaux aujourd'hui qui sont extrêmement importants. Il y en a plusieurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire et il faut continuer les efforts très fortement pour protéger aussi ce qui reste debout. On a vu des personnes civiles qui, dans la zone de Bossé-Matié, se sont mis ensemble pour protéger leur forêt, notamment en détruisant les plantations illégales de cacao. Pourquoi? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a suffisamment de gardes forestiers aujourd'hui, je reviens vers vous tout à l'heure, pour pouvoir accompagner sur le terrain cette grande ambition de la Côte d'Ivoire? Oui, sur l'effectif, on pense qu'il y a des efforts à faire. Le nombre de personnel des gardes forestiers qui peut protéger ces forêts, on pense qu'il y a un écart énorme par rapport à l'enjeu de la question. Donc, ça, c'est... Sur ce point, impatienté, est-ce que vous avez fait des recrutements ces dernières années qui sont plus massifs que les années d'avant? Nous sommes en phase de recrutement puisque le CNS a autorisé le recrutement de 3000 agents des eaux de forêt. Donc la première phase de recrutement est en train de se dérouler. Nous sommes en plein recrutement. Je pense que les résultats seront connus dans les semaines à venir. Pour cette première phase, il y a 1000 agents qui seront recrutés et il restera 2000 à recruter les années à venir. Question pour vous, Benjamin Garnier. On veut reconquérir la forêt. D'accord, les forêts ivoiriennes, aujourd'hui, sont à reconquérir. Est-ce qu'on constate aujourd'hui qu'elles continuent de disparaître ou alors il y a une stabilisation du couvert forestier? Bon, alors aujourd'hui, on peut en tout cas parler d'un ralentissement de la déforestation. Ça, c'est quelque chose qui a été observé et c'est quelque chose qui va être à mettre au crédit de différents acteurs, à la fois les acteurs publics et des acteurs privés, la société civile et tous les efforts qui sont faits pour protéger les forêts.
Mais on ne peut pas dire que la déforestation a été arrêtée aujourd'hui. On a toujours des facteurs. Nous, dans la zone où on travaille beaucoup, autour de Mabiyaya, on a divisé par 2 le taux de déforestation en 6 ans. Mais divisé par 2, ça ne veut pas dire 0. Il y a encore des pressions qui s'exercent. Donc il est important aujourd'hui d'accompagner les populations périphériques de ces forêts parce qu'elles-mêmes vivent et dépendent de cette forêt. Et des fois, comme vous l'avez montré dans votre documentaire, on va aller dans la forêt pour aller poursuivre l'augmentation des surfaces en cacao. Et c'est là où il faut travailler à la fois à trouver des solutions en périphérie de ces forêts, accompagner ces gens à améliorer les rendements, et de l'autre côté, avoir les éléments pour le secteur public pour pouvoir protéger ces forêts, que ce soit les eaux et forêts ou que ce soit l'OIPR, selon les types de forêts. Un des vrais sujets à mettre sur la table pour les prochaines années, c'est le monitoring et le suivi de tous ces efforts de reforestation qui sont aujourd'hui très difficiles à estimer en termes de performance, parce qu'on sait qu'il y a des millions et des millions d'arbres qui ont été distribués ces dernières années, mais hélas, on n'a pas encore de vision globale des effets et des résultats. Donc ça serait important que tous les acteurs puissent mettre ça le plus sur la table possible sur les prochaines années. Alors, vous voulez réagir parce que je voulais qu'on parle d'agroforesterie, mais allez-y. Oui, à ce niveau, en fait, il faut faire le monitoring. Nous, c'est ce que nous faisons. On fait le suivi pour voir les 16 millions, ce n'est pas les 16 millions vivants. C'est sûr qu'il y a des mortalités, il faut maintenant les remplacer. Donc il y a des efforts à faire, mais si les efforts continuent à tous les niveaux de chaque acteur, je pense qu'on va pouvoir aujourd'hui freiner la déforestation. La déforestation est ralentie parce qu'il n'y a plus aussi encore des îlots forestiers qui existent. Donc même si on veut déforester... C'est quoi un îlot forestier? C'est les forêts résiduelles, les portions de forêt. Il n'y en existe plus. Donc finalement, même si vous avez l'intention de le faire, vous n'allez pas trouver. Ce qui reste aujourd'hui, c'est dans les forêts classées, dans les parcs. Et c'est là qu'il faut renforcer la surveillance. Et dans le milieu rural, où l'agriculture est donc autorisée, on fait de l'agroforesterie, l'association. Et donc c'est là qu'on renforce pour que on a 1 million de producteurs de cacao et qui ont 3 hectares en moyenne. Okay. Et donc si chacun plante 30 arbres à l'hectare, vous imaginez un peu, en 2025-2030, on est capable d'atteindre... Quand on vous écoute, on se rend compte qu'en fait, il faut beaucoup de communication. Hein. Nous avons besoin de beaucoup communiquer, nous avons besoin d'être soutenus dans la communication. Patrice Adaye, c'est quoi l'agroforesterie? Parlons-en. Quand on fait l'agroforesterie, il faut avoir des objectifs. Donc c'est une association qui est raisonnée sur un même espace et qui permet à ce que le producteur puisse diversifier ses revenus, il puisse associer les arbres fruitiers, les arbres forestiers, et puisse aussi avoir donc un écosystème favorable, avoir la fruit, créer les conditions, un microclimat pour avoir une productivité de sa plantation. Donc voici un peu l'objectif de l'agroforesterie. Si je comprends que ça veut dire 3 choses. Premièrement, il faut diversifier. Oui. Donc le producteur, il a une culture de rente, donc comme le cacao, il doit y mettre des arbres fruitiers, avocats et d'autres choses pour diversifier ses revenus. C'est le premier point. Deuxième point, si je comprends bien, ça suppose que les plantations qui existent déjà, on doit y planter des arbres. Exactement. Okay. Et le troisième point, ça suppose que sur les forêts existantes, on peut quand même y entrer, on peut couper quelques arbres, mais pas tous les arbres, parce qu'il faut faire des plantations. Est-ce que j'ai bien compris? Non, sur l'exploitation, la partie exploitation qui est votre troisième point, oui. Il restera de l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire. Elle est nécessaire, c'est une contribution nette à l'économie et elle répond à des besoins directs, une demande nationale. Donc ça, c'est très important de le voir aussi, c'est que les conséquences économiques de la chute de la production forestière, elle a aussi des conséquences, ce n'est pas seulement pour l'exportation, c'est aussi pour le bien des populations. Donc il y a un enjeu, c'est de recouvrir cette production forestière, c'est de se remettre à produire la forêt plutôt que de la consommer pour pouvoir répondre aux besoins nationaux. Sinon, aujourd'hui, les projections nous disent que d'ici 2030, si on ne change pas la tendance, ce qui a été lancé par l'État aujourd'hui avec leur stratégie nationale, si on n'inverse pas la tendance, le pays... La Côte d'Ivoire sera un pays importateur net de bois dans les prochaines années. À partir de 2030, ils ne seront plus exportateurs, mais importateurs de bois pour répondre à leurs besoins. Alors, question maintenant pour le colonel-major. Ce qu'on veut comprendre, nous qui sommes profanes, est-ce que l'agroforesterie permet quand même d'entamer des forêts existantes pour de l'agriculture? Si oui, à quelles conditions pour que ça soit toujours de l'agroforesterie? Le verger, par exemple, de café-cacao, c'est environ 3,2 millions d'hectares. Alors, avec interverger, en introduisant des arbres, vous voyez combien d'hectares de forêt nous constituons. Okay. Donc, c'est une approche très réaliste. Aujourd'hui, nous avons montré que les deux activités ne sont pas antagonistes. On peut réaliser sur le même espace et la spéculation agricole et
les arbres à une densité qui permette aux deux, je vais dire, entités de coexister. Oui. Et ça, c'est très important. Concrètement, il y a la sensibilisation des planteurs. On a vu que c'est important. Ils sont une pièce maîtresse du dispositif. Mais quelles sont les autres mesures d'incitation pour les pousser à remettre des arbres? Aujourd'hui, avec le code forestier, il y a un code forestier qui donne la propriété de l'arbre aux producteurs. Et nous partons vers ces producteurs et nous essayons vraiment de leur expliquer que l'État vous donne la possibilité d'être propriétaire de l'arbre. Il faut planter. Dans l'arbre naturel, l'arbre que vous plantez sur votre parcelle, c'est pour vous. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est qu'il y a le mécanisme de paiement pour services environnementaux, qui est un dispositif, un instrument au service de ces populations-là. Concrètement, où quand vous plantez l'arbre, on vient vous payer pour le nombre d'arbres qui sont vivants. Ça veut dire quoi, l'État donne la possibilité aux planteurs d'être propriétaires de l'arbre? Ce n'était pas le cas avant? Oui, ce n'était pas le cas avant. L'autre disposition du code forestier qui date avant celui de 2019 ne donnait pas la propriété de l'arbre. Donc ce sont des innovations majeures que l'État a mis pour dire qu'aujourd'hui, au regard donc de l'état des lieux qui est fait, il faut inciter les communautés à pouvoir planter des arbres, il faut les accompagner. Donc ce que je comprends avec ce que vous appelez PSE, notamment paiement pour services environnementaux, c'est une forme de citation. Quand je plante un arbre, je suis payé pour ça. Oui. Quand je l'entretiens, je suis payé pour ça. Oui. Intéressant. On vous incite, ça veut dire on vous donne les droits, et donc ça peut être plusieurs formes. Ouais. Ce n'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être des PSE communautaires. Ouais. Une communauté peut décider de planter des arbres ou bien conserver des forêts. En ce moment-là, on peut réaliser des infrastructures, des écoles pour la communauté. Intéressant. Benjamin Garnier, vous êtes d'accord, hein, c'est important, les incitations de type économique? Oui, dans les incitations, ça va être des leviers intéressants pour pouvoir massifier les reboisements qui sont opérés ou inciter les planteurs à créer une nouvelle dynamique, parce que pendant des années, on leur a dit de couper, on a beaucoup été dans une dynamique opposée, donc c'est dur de changer cela. Je pense que c'est important qu'on voit aussi une opportunité économique en elle-même, c'est-à-dire que la sylviculture, le secteur forestier était une part importante de l'économie ivoirienne, et elle peut le redevenir. Alors, ce ne sera pas des énormes productions ou enfin, des énormes revenus pour les planteurs, mais c'est toujours des revenus additionnels. Et il faut voir que ce nouveau code forestier qui donne la propriété de l'arbre aux planteurs nous permet de voir cela comme une activité économique et non pas seulement comme une volonté de bien faire et de sauver la nature. Donc il faut réussir à allier les deux, à la fois convaincre les gens qu'on a besoin de ces arbres pour maintenir des agro-écosystèmes résilients et sains pour continuer la culture du cacao, et en même temps voir que cet arbre est aussi une opportunité économique. Je veux qu'on revienne justement sur la stratégie. Donc premièrement, l'agroforesterie, deuxièmement, la préservation de l'existant, et troisièmement, inciter les uns et les autres à mettre en place des forêts privées. Alors dans cette approche de reconstitution des espaces dégradés, il y a l'agroforesterie, l'agroforesterie qui, nous venons de le dire, est une approche réaliste qui va associer toutes les exploitations agricoles à l'effort de reforestation, mais aussi il y a les espaces classés, les forêts classées qui vont faire l'objet de reboisement intensif. Donc je vais dire que c'est le mix. On fait de l'agroforesterie quand, je vais dire, l'environnement le permet, mais là où on a la possibilité de faire des reboisements intensifs, parce que l'agroforesterie, c'est des faibles densités. Il y a d'abord les cultures et on introduit des arbres. Mais il y a des espaces qui sont dégradés où il n'y a pas de culture. Oui. Ces espaces-là, on fait des reboisements intensifs. Est-ce que vous pensez que le rendez-vous de 2030 pourra être tenu? Si oui, à quelles conditions? Oui, on pense que le rendez-vous 2030 peut être tenu, mais il va falloir, on est très en retard par rapport à l'objectif. Il faut encore mobiliser les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, le secteur privé essaie, dans le cadre des programmes de durabilité, de s'engager. Mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de Benjamin Garnier. Oui, je pense que c'est un objectif très ambitieux et que c'est sain d'avoir des objectifs ambitieux, mais qui sera difficile à atteindre. Est-ce qu'on arrivera? Je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce qu'on arrive à créer une dynamique? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à renouveler des hectares?
parce que c'est rentable, parce que ça intéresse les gens dans les zones rurales et parce que ça intéresse les opérateurs privés. Il nous faut un plan d'urgence national pour la forêt. On part pour le Gabon avec 88% du territoire recouvert de forêt tropicale et un taux annuel moyen de déforestation de moins de 0,1%. Le Gabon est ce qu'on appelle un pays à couvert forestier élevé et à faible taux de déforestation. Mais vous allez le voir, au Gabon, forêt rime aussi avec opportunité. Le pays a décidé de faire du bois un moteur de son économie en transformant ce bois en produit à forte valeur ajoutée. La révolution du bois au Gabon, un reportage de Samuel Bernard et Niki Kwame. À 27 km de Libreville, la capitale du Gabon, une usine sortie de terre il y a à peine un an. Ici, les tronçons de bois vont rapidement changer d'apparence. Ces morceaux d'okoumé, une essence du Gabon, sont broyés dans une machine pour être transformés en poudre de bois. Ici, c'est la première phase de transformation. Donc, c'est la partie des découpages de nos différents déchets que nous avons récoltés au préalable. 500 tonnes de déchets de bois sont broyés ici chaque jour pour être ensuite séchés et compressés. Le produit final, des planches de bois agglomérées, un matériau aux multiples usages. Ce produit fini sert notamment à fabriquer les portes, les fenêtres, designer l'intérieur des maisons, le parquet et aussi dans la fabrication des tables bancs pour les élèves. Donc nous avons plusieurs variétés de produits finis qu'on peut fabriquer avec nos panneaux de particules. De la même manière, nous utilisons le contreplaqué, nous pouvons aussi utiliser le panneau de particules. L'usine peut produire 6500 panneaux par jour à partir de déchets de bois et appartient à la zone économique spéciale de Nkok. Cette zone industrielle est un projet unique en Afrique centrale. En 2009, le gouvernement gabonais a interdit l'export de troncs d'arbres et a décidé de faire de la transformation du bois l'un des moteurs de son économie. Située dans le bassin du Congo, le deuxième poumon vert de la planète, la forêt gabonaise s'étend sur 85% du territoire. Le Gabon possède un stock de bois exploitable de 400 millions de mètres cubes. Une richesse naturelle que le pays a décidé d'exploiter de façon durable, en créant cette zone économique spéciale. Panneaux de contreplaqué, planches d'agglomérés ou encore meubles sortiront d'ici pour être exportés à travers le monde entier. La zone économique spéciale de Nkok, une réussite économique et écologique que nous allons tenter de comprendre. « 84 entreprises installées ici travaillent dans le secteur du bois, comme Starply, qui a commencé son activité en 2019. Spécialisée dans le contreplaqué, elle reçoit directement les troncs d'arbres, aussi appelés grumes, acheminés depuis les forêts du pays par les exploitants forestiers. Nous sommes en train de faire un déchargement de camions. Nous avons un camion qui nous provient de Rougier. Rougier qui est notre fournisseur de bois certifié, FSC 100%. Avant d'entrer en usine, les grumes sont sélectionnées pour être découpées en tronçons de quelques mètres à l'aide de cette scie industrielle. Vous ne pouvez pas dérouler toute une grume, d'où la nécessité de couper cette grume en plusieurs billons. Ensuite, les tronçons débarrassés de leur écorce sont installés sur cette machine pour être déroulés. Nous sommes sur le poste de déroulage. Le déroulage ici, c'est cette étape qui permet de transformer la grume en plaquage. Là, vous avez le billon qui est serré sur la dérouleuse et de l'autre côté, nous allons obtenir les feuilles de plaquage. Là, ces feuilles de plaquage vont être bobinées autour d'une bobine métallique pour pouvoir les couper plus tard. Les feuilles de plaquage sont enduites de colle et compressées. Le résultat final, le voici. Ces planches de contreplaqué prêtes à l'emploi. Vous avez une feuille de contreplaqué, donc une feuille obtenue à partir de toutes les étapes. Là, si vous regardez sur ce champ, vous pouvez voir les différentes couches de plaquage qui ont été assemblées.
Plus légères que le bois normal, mais aussi plus solides, les planches de contreplaqué permettent d'améliorer significativement les qualités du bois de Koumé. La différence est que le contreplaqué est plus solide. Le contreplaqué est vraiment un produit utilisé en structure. Le contreplaqué, il est un produit qui va être flexible, un produit qui résiste aux intempéries. Parce qu'un contreplaqué, normalement, lorsqu'il est utilisé pour un usage extérieur, vous pouvez le mettre à l'extérieur et subir des intempéries sans problème. La transformation du bois en contreplaqué permet de multiplier la valeur du bois. 1 mètre cube de bois tout juste coupé coûte 80 000 francs CFA. 1 mètre cube de contreplaqué, lui, sera vendu pour 400 000 francs CFA. Ces planches de contreplaqué seront envoyées sur le marché européen, un marché contraignant. Le règlement sur le bois de l'Union européenne oblige les entreprises vendant du bois et des produits dérivés à montrer des preuves de bonne gestion et de traçabilité du bois. Grâce à un contrôle rigoureux sur les grumes qui entrent dans les usines, la zone économique spéciale garantit que ces entreprises achètent du bois conforme aux normes gabonaises et européennes. Sylvie Boldrini est responsable durabilité dans l'entreprise gérant la zone économique spéciale, GSEZ. Son rôle, assurer le respect des normes environnementales, qui passe entre autres par le respect du marquage des grumes qui entrent dans la zone. Chaque opérateur forestier a son marteau, il y a écrit CFA, et il martèle chacune des billes qui quittent la forêt. En plus de ça, on a à nouveau le numéro forestier qui est indiqué ici, avec le numéro de la bille. Ce sont les informations qu'on retrouve sur l'étiquette. Ainsi, pour entrer dans la zone, chaque grume est marquée par un tampon, un numéro forestier et une étiquette dotée d'un code barre. De quoi éviter l'entrée de grumes issues d'une exploitation illégale. Il y a quand même pas mal de garde-fous qui sont mis en place pour éviter qu'on vienne ici ajouter une nouvelle grume sur laquelle il faut déjà falsifier le marteau forestier et après il faut pouvoir inventer un numéro forestier, un numéro de bille. Le contrôle des troncs est assuré par un service indépendant mis en place en 2018 et reconnu par l'Union européenne. C'est grâce à ce service que les entreprises dans la zone économique spéciale peuvent accéder au marché européen. Ce service assure le suivi de chaque tronc, mais pas seulement. Nous, on contrôle simplement que les bordereaux correspondent bien au chargement, ça c'est au niveau inspection, mais on contrôle également que les fournisseurs de bois, donc que ce soit les exploitants forestiers, les négociants, etc., soient bien conformes également au niveau fiscal, au niveau contribution sociale. Ça, c'est une grosse analyse documentaire qui est faite par nos techniciens spécialistes ici. Ce service indépendant s'assure aussi, sur le terrain, que les exploitants forestiers respectent la réglementation et ne contribuent pas à la déforestation du pays. Le Code forestier du Gabon impose aux exploitants de prélever entre 1 et 3 arbres par hectare de forêt, une fois tous les 20 à 30 ans. Une norme qui garantit le renouvellement du couvert forestier. Aujourd'hui, entre 60 à 80 000 mètres cubes de grumes entrent chaque mois dans la zone. Du bois obligatoirement transformé en produits industriels, mais aussi en mobilier artisanal. Ce salon d'exposition situé en plein cœur de la zone économique spéciale de Nkok met en valeur le mobilier fabriqué sur place. Des meubles au design moderne, fabriqués avec des essences de bois brut tels que le bélibrin, l'okoumé ou le bilinga. Des matériaux qui résistent à l'épreuve du temps et qui visent une clientèle fortunée, disposée à payer le prix pour des produits de qualité. Tout dépend vraiment des dimensions, du type de bois et d'autres, comme les pieds par exemple, qui peuvent être choisis en fait pour ce type de mobilier. Mais les prix, ça commence, on va dire, à peu près à entre 300 et 400 000 francs en montant. Les meubles sont exportés aux États-Unis, en Europe, mais aussi sur le continent. Donc le segment du mobilier premium ou de luxe, il commence à prendre de plus en plus d'ampleur également en Afrique, où il y a de plus en plus de millionnaires en dollars, par exemple aussi des pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Et on remarque que cette clientèle est très friande en fait, de produits en bois. Le clou du spectacle,
Une table faite à partir d'un bois très rare qui met des années avant d'arriver à maturité, le kevazingo. Cet ébéniste a fait partie de l'équipe qui a produit ce meuble d'exception. Après, elle était en grume. On a juste fait, qui est la deuxième transformation, on a juste pris la partie sans pourtant sectionner les côtés. Et après, nous avons décidé de transformer, de faire sous forme de table, avoir une table pour donner la valeur, montrer les propriétés du keva. La valeur de cette table, plus d'une dizaine de millions de francs CFA. Son originalité, être fidèle à la forme du bois brut. Brut, pourquoi? On a cette partie-là qui n'a jamais été sectionnée ou délignée. Vous voyez des dessins? C'est justement de forme organique. Si un acheteur étranger souhaite obtenir cette pièce unique, Nkock possède ses propres moyens logistiques pour assurer son acheminement en dehors du pays. Chargés dans des containers, les produits transformés des usines de Nkock sont stockés dans un port sec situé à l'intérieur de la zone qui reçoit jusqu'à 800 containers. Chaque container peut recevoir jusqu'à 40 tonnes de matériel. À ma droite, on a uniquement les containers vides. Et de l'autre côté, à ma gauche, nous avons uniquement les containers pleins. Donc, à chaque arrivée de containers vides du port au Vindo, on les stocke tous ici. Et ensuite, maintenant, les box loaders ont pour mission de les envoyer chez le client. Et maintenant, les pleins, quand ils arrivent, on les stocke tous là-bas. Et une fois qu'on a un chargement à faire, on les positionne devant le quai. Une fois à quai, les containers sont chargés sur cette barge. Selon le poids et le nombre de boîtes, une entreprise paye entre 50 000 et 60 000 francs CFA pour l'envoyer au port de Libreville. Chaque jour, c'est une trentaine de boîtes qui sont envoyées, soit environ 1500 containers par mois qui partiront pour les pays voisins, l'Europe ou l'Amérique. Ici, c'est accueillir au maximum de boîtes, donc des transferts, et les envoyer au port, c'est déjà un challenge. Donc si on peut envoyer le maximum de containers vers le port et les faire entrer au terminal OCT, c'est déjà un bon défi. Un défi que le port espère relever en augmentant sa capacité d'accueil. Des travaux sont prévus pour lui permettre d'accueillir plus de 3000 containers. Du contrôle du bois au port sec en passant par les usines, la zone de Nkock est gérée par une société, la GSEZ, résultat d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et l'entreprise Arise. Une initiative qui a permis au Gabon de doubler sa production de bois en 10 ans et de positionner le pays sur le marché international des matériaux en bois transformés. 1 mètre cube de bois avant 2009 coûtait à peu près dans l'ordre de 150 $ par mètre cube. Aujourd'hui, nous pouvons le mesurer à près de 250 à 300 $ le mètre cube. Grâce à cette décision stratégique, on s'est retrouvé, le Gabon est compté aujourd'hui comme premier producteur africain de feuilles de plaquage. C'est pas rien et cela constitue justement un avantage stratégique qui donne une visibilité du Gabon dans la sous-région et dans le monde. En investissant dans la transformation du bois, le Gabon souhaitait réduire sa dépendance au pétrole. Un pari réussi. Aujourd'hui, le secteur du bois représente 60% du produit intérieur brut du pays. Retour en plateau, nous a rejoint Pierre-Joseph Kingbo, qui est directeur général de Green Invest Africa. Bonjour Pierre-Joseph. Bonjour. Alors, pour vous accueillir, quel est le regard que vous avez sur ce reportage? Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, c'est un reportage qui m'inspire de dire que l'avenir, ce sont ces partenariats publics-privés où l'État et le secteur privé travaillent main dans la main. Et j'imagine aussi qu'il faut associer la société civile. Alors quand même, 85% du couvert forestier, déforestation 0,1%,
1% sur les 30 dernières années, ça fait quand même un peu rêver. Ça fait rêver, mais c'est un cadre qui est tout à fait différent de celui de la Côte d'Ivoire, donc il faut comparer ce qui est comparable. On a une très petite population et notamment un développement agricole assez faible au Gabon. Ils importent beaucoup de leurs denrées alimentaires. Donc le cas de la Côte d'Ivoire est différent. Mais s'il y a un enjeu intéressant, ce qu'on voit, c'est que le défi de la transformation du bois en Côte d'Ivoire, il a déjà été relevé. Ces usines de déroulage et de plaquage, ces usines de valorisation, de construction de meubles, elles ont existé en Côte d'Ivoire. Je pense que là et elles existent toujours en Côte d'Ivoire. Ah oui. Elles existent en ce moment. Le défi, je pense, qu'essaye de relever le Gabon et qui est peut-être à regarder de près, c'est justement le défi de la gestion durable de cette ressource, la traçabilité et de la gestion durable, avec aujourd'hui une capacité à dire je fais une exploitation durable, donc je laisse se renouveler la ressource. Et c'est peut-être ça qui a manqué dans les dernières années à la Côte d'Ivoire, ça a été de gérer durablement cette ressource. Mais ils ont bien, en tout cas, travaillé à la valorisation de cette ressource, ça c'est sûr. On sait qu'il y a de l'argent dedans, on sait qu'il y a du business à faire dans la forêt, mais serons-nous capables de gérer notre ressource forestière, notre ressource en bois, pour pérenniser ce business à long terme, ce que je souhaite et ce que j'espère sera capable de faire le Gabon au vu de son contexte. Mais aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, à l'inverse, c'est comment je recouvre ma production ma forêt pour avoir une production de bois suffisante pour maintenir une industrie du bois et tous les emplois qui vont avec. On a vu, quand je vous écoute, on se rend compte que la stratégie du Gabon, elle nous paraît simple. On ne coupe pas de bois, donc on ne coupe pas beaucoup de bois. C'est 2 à 3 arbres par hectare sur 20 ans. Okay. Et ensuite, on a une industrie, on transforme tout, on n'exporte plus de grumes. Finalement, quand on arrive à n'exploiter que 1, 2 ou 3 arbres par hectare, est-ce que finalement ça favorise une exploitation durable de la forêt ? C'est quoi l'esprit derrière ? Ce que le Gabon, en tout cas, prône et essaye de faire et semble montrer votre documentaire, c'est qu'ils essayent de gérer cette ressource le plus durablement possible. Espérons que ce soit le cas et que ça marche jusqu'au bout. Les règlements comme le règlement bois de l'Union européenne tel qu'on l'a vu là, ou le règlement sur la déforestation importée de l'Union européenne, sont des règlements qui vont inciter les opérateurs économiques à améliorer leurs pratiques. Et donc on aura d'un côté les États, et j'imagine que le colonel pourra nous en parler plus, qui vont pouvoir contrôler d'autant plus, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le marché aval, le marché final, donc en Europe, aux États-Unis et peut-être bientôt ailleurs, vont aussi se mettre à contrôler de plus en plus ces exportations et s'assurer que la gestion durable des forêts est assurée, et notamment qu'on n'ait plus d'export de grumes, etc. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans le Code forestier, notamment sur l'exportation de bois de grumes ? Est-ce qu'il y a un point, par exemple, qui l'interdirait, ou est-ce que c'est prévu ? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'exportation de bois en grumes. Mais c'est 100% de transformation. Oui, c'est au moins la première transformation. Sinon, il n'y a pas d'exportation de bois en grumes. OK. D'accord, donc ça c'est une chose. Il y a quel autre point dans le Code forestier qui est intéressant ? Oui, dans le Code forestier, ce qui est très intéressant, c'est que tous les espaces forestiers font l'objet d'un plan d'aménagement. Donc les prélèvements de bois ne se font pas au hasard. C'est en fonction du plan d'aménagement. Si le plan d'aménagement de la forêt ne prévoit pas de coupe de bois, on ne fait pas de coupe de bois. Alors concrètement, au Gabon par exemple, on dit on a 1 à 3 arbres par hectare, oui, tous les 20 ans pour permettre leur renouvellement. Ça nous paraît compréhensible. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est prévu, par exemple ? C'est cette lisibilité qu'on cherche. Ça, c'est au regard du plan d'aménagement. Et les plans d'aménagement sont spécifiques à chaque forêt. Alors, Pierre-Joseph, on a vu que le prix du bois est multiplié par 4 une fois transformé. Donc, il y a un véritable enjeu économique d'aller même jusqu'à pas seulement la première, dans le cas, une première, une deuxième, une énième transformation. Alors dans le cas gabonais qu'on a vu, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Il y a un mécanisme de traçabilité qui permet de donner confiance aux importateurs qui veulent du bois qui ne provient pas de la déforestation. Et ils ont un organisme indépendant qu'on a vu dans le reportage qui permet de vérifier cela. Il y a aussi ce partenariat État-secteur privé qui a permis de mettre en place des infrastructures pour la transformation, mais également le port sec pour permettre les exportations. Est-ce qu'il y a un modèle qu'on pourrait appliquer aussi en Côte d'Ivoire pour augmenter la valeur de chaque arbre qui aujourd'hui encore est coupé ?
Bon, je pense que déjà, les dynamiques de certification, donc OLB, Origine Légale du Bois, FSC, PEFC, toutes ces certifications peuvent augmenter un peu la valeur. Le sujet, il est aussi de créer une crédibilité pour les États et dans sa capacité à contrôler ces opérateurs et pour que les partenaires économiques et les partenaires commerciaux aient plus confiance. Aujourd'hui, l'exploitation du bois en Côte d'Ivoire, pour la majorité, est une exploitation informelle. Elle est issue de ce que certains appellent ici scieurs à façon, moi je dirais peut-être bûcherons artisanaux. Voilà. En tout cas, c'est une grande partie de l'économie forestière et de l'économie du bois en Côte d'Ivoire, elle est opérée par ces petits opérateurs informels. Donc un des enjeux aussi pour eux d'améliorer ces revenus-là, c'est peut-être de formaliser, de créer un cadre dans lequel ils pourraient s'insérer. Hélas, ce qu'il faut voir, c'est que les prix du bois en Côte d'Ivoire risquent d'augmenter, non pas pour exportation, mais ils risquent d'augmenter pour répondre aux besoins même des besoins nationaux. Et c'est ça qui est très important de se dire, c'est que demain, il ne faut plus voir le bois comme une commodité d'exportation, mais bien comme une ressource dont on en a besoin pour alimenter l'économie nationale et qu'on doit gérer localement pour pouvoir répondre aux besoins. Finalement, est-ce que vous avez le sentiment que le Gabon, il se market bien finalement? Oui, Benjamin? Oui, ils sont très forts pour ça, mais ils auraient tort de ne pas le faire. Ils ont aujourd'hui l'une des plus grosses concentrations de biodiversité dans le monde. Ils sont présents au cœur du bassin du Congo. Donc ils auraient tort de ne pas le vendre. Qu'avoir 85% de sa surface qui est restée une forêt très peu dégradée, c'est un joyau. Après, il faut voir que les spécificités du développement gabonais liées à l'exploitation pétrolière et à une très petite population réduit cet exemple à ce qu'il est. Il est difficile aujourd'hui de comparer le Gabon à la Côte d'Ivoire, au Ghana ou à d'autres pays. Colonel-major, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire puisse être champion de la reforestation. Ça demandera quoi? Alors, nous sommes partis d'une situation de boisement. Avec 16 millions d'hectares, on était en situation de boisement. On s'est retrouvé dans une situation de déboisement. Ce qui nous reste, c'est une situation de reboisement. Donc, boisement, déboisement, reboisement. Je pense que, vous l'avez dit, il faudrait que nous puissions parvenir à reconstituer le couvert forestier national au regard du rôle qu'il joue dans le développement économique et social, mais également dans le mieux-être des populations. Merci, colonel-major. Dernière contribution de Joseph Pierre après Benjamin Garnier que nous écoutons. Oui, juste deux éléments pour que la Côte d'Ivoire devienne un champion de la reforestation. La première, c'est que sur tout ce qui va être replantation, il faut qu'on soit comptable des efforts qui soient fournis. Donc on ait du suivi et qu'on soit sûr des taux de survie et que les millions qui sont investis aujourd'hui dans le reboisement servent à quelque chose. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'était que une façon aussi de recouvrir le couvert forestier sera la régénération naturelle. Il ne faut pas croire que ce sera toujours nous qui allons planter des graines. La capacité de régénération des forêts ivoiriennes est extraordinaire. Et si on met en défense, si on protège des espaces, demain ce sera cette régénération naturelle qui pourrait être aussi un des gros facteurs de succès pour recouvrir le couvert forestier. Pierre-Joseph? Alors, moi, je voudrais dire que la sensibilisation importe beaucoup pour permettre aux communautés, aux collectivités, au secteur privé, à tout le monde de travailler ensemble au reboisement. Et il faut beaucoup s'appuyer sur l'expertise locale aussi qui existe. Il existe des sociétés ivoiriennes et des ONG ivoiriennes capables de le faire. Et on peut travailler main dans la main avec les partenaires internationaux et avec l'État pour organiser le cadre. Merci à vous et on ne dira jamais assez merci au ministère des Eaux et Forêts, à Monsieur le ministre et au directeur général des forêts et de la faune qui a été là lui-même de la part de Monsieur le ministre. Merci infiniment. Ce sujet doit être poursuivi, on doit continuer à en parler dans nos maisons et nous mettre ensemble pour réussir à reconstituer nos forêts. Merci donc à vous, chers invités, et merci à vous qui m'avez suivi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou alors sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. C'est Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, tant les équipes de production d'Éléphant Africa que les équipes de la RTI. Et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI 1. À bientôt.